Merci beaucoup, Monsieur le maire, Monsieur Christian Estrosi. Bonjour, Madame la ministre de la Transition énergétique, j'allais dire Madame la ministre de la Sobriété énergétique et Madame la ministre peut-être de la fin de l'abondance. Bonsoir. Bonsoir. Première question peut-être, parce que vous avez peu de temps, je crois que vous avez un avion. Il faut que je parte à 19h10 précise. Eh bien, il nous reste donc quelques instants pour vous poser deux questions finalement principales. La première, elle a été abordée, c'est la sobriété. La situation est grave pour l'hiver prochain, pour l'année prochaine, une incertitude incroyable et la question de savoir si on aura suffisamment d'énergie pour produire, pour consommer, pour se chauffer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de la situation, à la fois les entreprises qui ont présenté des plans de sobriété que vous connaissez probablement maintenant. Alors sans rentrer trop dans les détails, est-ce qu'en gros on va pouvoir passer l'hiver? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que je suis beaucoup plus confiante aujourd'hui que je ne l'étais il y a 4 mois. Beaucoup plus confiante pour plusieurs raisons. D'abord, sur les aspects gaziers, toutes les mesures que nous avons mises en place depuis février, avec nos stockages stratégiques, avec l'augmentation de la capacité de traitement de nos terminaux gaziers, avec l'augmentation de l'arrivée de gaz par le gazoduc depuis la Norvège, les interconnexions avec l'Espagne, font qu'aujourd'hui, nous abordons l'hiver avec le meilleur niveau de préparation, non seulement en France, mais au niveau européen. Et l'Allemagne encore, qui disait avant l'été, je ne suis pas sûre de pouvoir remplir mes stockages de gaz, a également réussi à dépasser 80% de remplissage déjà début septembre. Est-ce que ce discours de confiance, c'est pas un peu contradictoire avec celui de dire il va falloir quand même qu'on mette des pulls verts, voire des cols roulés? Je vais aller jusqu'au bout. Donc, sur le sujet du gaz, on est bien rempli, on est capable d'affronter. Et sur le sujet de l'électricité, nous avons également une fragilité, elle est connue, à la fois sur nos capacités hydroélectriques, du fait de la sécheresse, et sur nos capacités de production nucléaire, puisque là où nous avons sur le papier d'énormes capacités de production, nous avons une partie importante de nos centrales qui sont à l'arrêt pour maintenance ou à l'arrêt pour une autre raison un peu plus incertaine, qui est des corrosions sous contrainte. Mais là encore, on a un calendrier et au fond, on travaille sur un scénario qui est celui de RTE et qui nous dit: si je prends un scénario conservateur sur notre production d'électricité, je peux dire que je n'ai pas de tension si l'hiver est comme celui de l'année dernière. J'ai quelques jours de tension si l'hiver est froid, et j'ai un peu plus de jours de tension si l'hiver est vraiment très froid, c'est-à-dire il prend l'hiver le plus froid de ces 30 dernières années, et si j'ai des problèmes d'interconnexion avec l'Allemagne. Donc là encore, ça veut dire quoi avoir des tensions? Ça veut dire avoir un déséquilibre offre d'électricité, demande d'électricité, et nous avons un plan de crise pour répondre à ça, avec baisse de tension, appel de l'électricité venant des pays, de nos pays voisins. Je rappelle que l'Allemagne a pris une décision historique il y a 2 jours, qui est de continuer à opérer ces centrales nucléaires pour notamment soulager le réseau électrique français. Donc ça, c'est une négociation que nous avons menée, où au fond, nous leur donnons du gaz, ils nous renvoient de l'électricité. C'est quand même très paradoxal que l'Allemagne, qui a abandonné le nucléaire il y a quelques années, décide de le conserver pour nous. Je trouve, mais je pense que ça montre qu'en phase de crise, il y a des choses qui évoluent. Il y a une solidarité européenne. Et parfois, elles évoluent dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de la raison et du bon sens et de la décarbonation. Pour avancer un peu, parce que je sais qu'on a peu de temps, donc sur les plans de sobriété des entreprises, est-ce qu'aujourd'hui, elles ont joué le jeu? Elles sont quand même très inquiètes. Vous avez été ministre de l'Industrie, vous le savez, il y a des industries qui ont déjà commencé à avoir des difficultés de chômage partiel. Je pense à Duralex, parmi les plus connus. Est-ce que là aussi, elles peuvent passer l'hiver, le printemps avec confiance? Alors, vous avez 2 sujets. Vous avez la question de l'accès à l'électricité et au gaz, sur lequel je vous dis, on peut avoir des tensions ponctuelles, mais c'est 2 heures, mais c'est quelque chose qui se tient avec un délai pour prévenir les entreprises, et nous passons. Et puis, il y a le sujet du prix. Et nous, notre travail consiste à agir au niveau européen, et je suis en contact constant avec mes homologues européens. Nous avons un conseil de l'énergie demain pour agir, pour faire baisser le prix du gaz et de l'électricité, et ne pas être dans une situation où les arrêts sont dictés par le prix de l'électricité et le prix du gaz.
Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre, nous travaillons sur une sobriété choisie. Une sobriété, monsieur le ministre Estrosi le disait à l'instant, qui est une sobriété avec l'objectif d'une décarbonation de notre économie. Et là, effectivement, les entreprises jouent le jeu. Il ne s'agit pas pour des entreprises industrielles de baisser leur capacité de production. Il s'agit de piloter mieux le chauffage, la ventilation, éventuellement l'organisation du travail, de faire des étapes où on travaille 3 jours pour faire la même étape et ne pas allumer et éteindre les fours tous les jours. Ce sont des gains comme ça que l'on va chercher et qui sont effectivement aujourd'hui très concrets. Toutes les entreprises ne sont pas au même niveau, mais le 6 octobre, avec la Première ministre, nous aurons des engagements de la part des entreprises, de la part du secteur de la distribution, de la part des commerçants, de la part du monde du sport, de la culture, du logement. Donc quelque chose de très construit et évidemment, au premier chef, un plan sobriété pour l'État, puisque nous serons également exemplaires en la matière. Donc à tout le monde de faire des efforts. Ce matin, le président d'ICAD était là, il nous disait, notamment dans les immobiliers de bureaux, ils en ont pas mal, 19 degrés, ça ne va pas plaire du tout. Est-ce que du coup, il y a un arbitrage à faire entre être au bureau à 19 degrés ou chez soi à 19 degrés? Le télétravail est-il quelque chose qui est envisagé de façon plus contrainte, un peu comme on l'a connu pendant la crise sanitaire? Je vais faire pour répondre à cette question du télétravail qui se pose d'ailleurs dans l'État, c'est des tests. C'est-à-dire que sur le week-end du 1er novembre, où on a la possibilité d'avoir 4 jours consécutifs de fermeture de bureaux, de voir si on peut faire un exercice de fermeture de quelques sites du ministère de la Transition énergétique. On a une tour à la Défense, on a un bout d'Arche de la Défense, on a des locaux très anciens et très passoires thermiques dans le centre de Paris, et de voir concrètement ce que ça rapporte de fermer des bâtiments vraiment, et quel est le retour d'expérience de ceux de nos agents qui seront à la maison, pas en vacances évidemment, ça fausse un peu l'expérimentation, mais ceux qui seront au travail, en télétravail, pour nous dire, en fait, je consomme beaucoup plus d'électricité, je suis avec mon compteur, ou non, finalement, c'est un poil plus d'éclairage, mais ça passe très bien, et leur retour aussi en termes de confort et de conditions de travail. Le télétravail, de notre point de vue, n'est pas la recette absolue. Ça ne marche que si c'est plusieurs jours de fermeture de bâtiments avec une fermeture ferme et plus du tout de chauffage. Et pardonnez-moi, mais avec un petit sujet, ça renvoie quand même la charge du pouvoir d'achat sur le salarié qui va être chez lui, qui va chauffer ou pas. Ça, c'est accompagné aussi. Comment est-ce que l'État, ou est-ce que les entreprises devront accompagner ça? Ça peut être accompagné. Vous savez que dans l'État, par exemple, il y a une compensation précisément pour aborder ce sujet-là. Mais une TPE, elle n'a pas les moyens de chauffer chez son salarié. Si elle fait une économie d'énergie, et quand on parle... Elle va rendre une partie de son économie d'énergie à ses salariés. Dans l'État, je rappelle que la compensation, elle est de mémoire de 2,50 € par salarié sur un site. Et l'enjeu, c'est évidemment que ce soit gagnant. C'est-à-dire, on ne va pas renvoyer les gens à la maison pour qu'à la fin, on consomme plus d'énergie. Ça n'a pas de sens. Donc, ça n'a de sens que si l'économie sur la facture est réelle et massive. D'où l'enjeu de faire cette expérimentation et de voir jusqu'où on peut aller. S'il n'y a aucun intérêt à faire du télétravail, je ne vois pas pourquoi on le promouverait. Pour rester sur cette question-là, puis on va passer à la partie production. Là, on est sur du court terme. Espérons qu'il fasse beau donc à la Toussaint ou cet hiver, mais vous avez vu ce qui s'est passé, le gazoduc avec probablement un sabotage, donc on n'est pas certain de pouvoir retrouver du gazeux, on doit se réorganiser. Donc ces plans de sobriété, qui rejoignent d'ailleurs la question de la transition et de la baisse. Essentiels, qui sont au cœur de notre C'est 10% d'économie sur 2 ans, tout à fait. Mais jusqu'à 2050, c'est 40% d'économie à faire. Donc, est-ce que dans le message qu'adresse le gouvernement de la chasse au gaspillage, de mettre des pulls verts quand il fait froid plutôt que de se chauffer, il n'y a pas un problème aussi de décalage pour prévenir les gens que ce n'est pas pour 1 an ou pour quelques mois, que c'est pour assez longtemps qu'il va falloir changer nos modes de vie? Et c'est pour ça que nous portons le plan sobriété d'abord au niveau des grandes entreprises et des grandes institutions qui sont à l'origine de la majorité des déplacements, les déplacements domicile-travail et les déplacements au sein de nos activités, qu'il s'agisse de services publics ou d'entreprises. Et c'est pour ça aussi que nous mobilisons le levier de la sobriété comme étant des démarches volontaires. Ce ne sont pas des démarches imposées. C'est un travail qui part du terrain et qui est adapté. Ça peut être imposé par le prix de l'énergie, d'une certaine façon. C'est là où il y a une forme d'engagement
d'ambiguïté. C'est là où, Philippe Mabille, vous êtes justement sur la contrainte. Et nous, ce que nous voulons, c'est une sobriété choisie. Chauffer à 19 degrés dans les locaux, ça a un intérêt au regard du changement climatique. Ça a un intérêt au regard de la consommation d'énergie que vous faites et ça vous épargne d'utiliser de l'énergie fossile. Et je vais revenir sur ce point, parce que aujourd'hui, 2/3 de l'énergie que nous utilisons, elle est d'origine fossile. Cela nous impose à la fois un impact en termes de pouvoir d'achat et de compétitivité des entreprises aujourd'hui. C'est une dépendance géopolitique qui pose un problème, et vous mentionniez ce qui s'est passé sur Nord Stream et la situation très tendue avec la Russie, où c'est quand même une attaque contre le modèle européen et contre nos valeurs démocratiques. Poutine vient de déclarer que l'Occident est en train de s'effondrer. En tout cas, on pressent qu'il aimerait bien que ça arrive. Donc, ça impose une solidarité. La résistance, c'est de mettre des pulls au vert. Et ça impose une solidarité extraordinaire. Mais au-delà de ça, c'est un combat pour le changement climatique. Donc, la sobriété, c'est un enjeu qui est effectivement à vocation à durer et qui est dans le discours du président de la République avant même la guerre en Ukraine. En revanche, on a un deuxième enjeu qui est l'efficacité énergétique. On en parlait un instant. Lorsque vous rénovez une université qui est une passoire thermique et que vous divisez par 10 la consommation d'énergie, vous faites un saut quantique en matière de consommation d'énergie. Donc nous allons avoir, dans la manière de nous éclairer, de nous chauffer, de nous déplacer aussi, des gains basés sur l'innovation et du recours à des énergies renouvelables qui nous permettront aussi de sortir de cette dépendance aux énergies fossiles. La population est en train de percevoir quand même ce changement. On peut penser aux piscines municipales, certaines vont devoir fermer, ont déjà commencé à fermer. On peut penser il va y avoir la saison de ski d'hiver, certaines stations ne vont pas pouvoir. En tout cas, il y a un vrai enjeu sur les collectivités locales. Peut-être pas à Nice, mais à Nice c'est particulier les climats. Sur les stations de sport d'hiver, il y a une inquiétude. Vous connaissez bien le sujet parce que vous avez dirigé une entreprise, la Compagnie des Alpes, qui le faisait. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même un moment de bascule aussi dans, je dirais, le comportement des gens, la façon dont cette société d'abondance, est-ce que c'est pas quelque chose que les gens vont pas apprécier, quoi. Il va falloir leur expliquer que ça va être pour longtemps. Alors, je pense qu'il faut aussi mettre en avant les co-bénéfices de cette sobriété. Sobriété, le terme peut faire peur. Quand on parle de chasse, frugalité, c'est mieux. Quand on parle de chasse au gaspillage, quand on parle d'économie et de mesures de bon sens, je pense que tout le monde comprend et tout le monde est d'accord avec ça. Et les co-bénéfices, ils sont également extrêmement nombreux. Il y a un certain nombre de médecins, par exemple, qui se mobilisent en disant, au fond, la sobriété, 19 degrés dans les logements, c'est la température qui devrait être naturellement dans les logements pour les enfants. La nuit, d'ailleurs, ça devrait être plus froid. Alors, je ne dis pas qu'on va me demander aux gens d'être plus froid, mais... donc c'est toute une rééducation, d'une certaine façon, en fait, de nos c'est comportements. juste de se déshabituer à certains comportements, certain confort, d'une certaine façon. Oui, peut-être pas de certains conforts, à certains comportements qui nous ont amenés à faire des choses qui ne sont pas forcément dans notre intérêt collectif et dans notre intérêt individuel. Il nous reste 13 minutes avant votre départ. Manger gras, salé, sucré, c'est pas forcément votre intérêt. On dort mieux quand la température n'est pas trop chaude, effectivement, dans la chambre. Il nous reste 13 minutes pour passer à la deuxième partie de ce qu'on voulait vous demander. C'est la partie production. Alors, vous venez de présenter la première loi sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Il y en a une également sur la production nucléaire, le plan du président de la République sur les nouveaux EPR. Quelles sont finalement les grandes contraintes que vous allez rencontrer, que vous voulez lever pour qu'on accélère, qu'on produise plus et mieux d'électricité ? Aujourd'hui, ce qu'on constate sur les énergies renouvelables, c'est qu'on met 2 fois plus de temps que les autres pays européens. On a à peu près le même nombre de projets. Ce n'est pas une question de projet, ce n'est pas une question de détermination politique, c'est une question de durée des projets. 11 ans pour Saint-Nazaire, les éoliennes en mer. 11 ans pour Saint-Nazaire, là où nos voisins font 5 ans. Et sincèrement, on peut difficilement dire que les pays de la Baltique n'ont pas d'exigences environnementales. Ce serait faux de le dire. Donc l'enjeu, c'est de regarder tous les grains de sable qui, en France, bloquent ces projets d'énergie renouvelable, ou le cas échéant d'ailleurs de nucléaire, puisque le projet de loi que je vais présenter prochainement au Conseil des ministres sur le nucléaire vise aussi à faciliter, à simplifier les procédures administratives. Ces grains de sable, ils sont de différents ordres. C'est d'abord la mobilisation de nos services de l'État sur le terrain,
en faire une priorité. C'est le renforcement des effectifs. C'est vrai qu'à certains moments, ces effectifs ont pu manquer. C'est également... Vous pensez à quoi? Aux soudeurs chez EDF, par exemple? Non, alors le renforcement des effectifs, là, je suis plutôt sur les équipes d'instruction des projets d'énergie renouvelable. Ça va être encore le fait d'anticiper avec les collectivités locales et de mieux planifier ces installations, parce que lorsqu'elles apparaissent du jour au lendemain, elles peuvent générer un manque d'acceptation sociale. On le voit d'ailleurs sur ce territoire. Pourquoi ça marche? C'est parce qu'il y a aussi un travail qui est fait sur l'acceptabilité sociale et que tout le monde est embarqué dans les projets et que vous n'avez pas de projet qui arrive de manière erratique. La hausse du prix de l'énergie, ça ne rend pas l'acceptation sociale meilleure? Ça va certainement aider. Et quand on sait qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables contribuent à hauteur de plus de 20 milliards d'euros à notre prochain budget et que c'est grâce à ça aussi qu'on finance le bouclier énergétique, je crois que tout le monde voit que les énergies renouvelables... C'est un équilibre difficile à trouver entre faire payer un peu plus cher pour faire prendre conscience qu'il faut changer nos comportements ou d'accepter des éoliennes ou des méthaniseurs, etc. Et en même temps pas trop, pour trouver la justice sociale aussi dans cette transition. C'est pas un peu très difficile pour un gouvernement d'arriver à gérer cette bascule on a eu les Gilets jaunes quand même qui s'étaient mobilisés contre la taxe carbone. Et c'est pour ça qu'on a des mesures qui, à court terme, protègent ceux des Français qui sont prisonniers des énergies fossiles, qui ne peuvent pas changer du jour au lendemain leur voiture ou leur logement et qui habitent dans des zones où ils sont obligés d'utiliser leur voiture. Donc, c'est les remises carburant que nous avons mis en place. C'est le bouclier gaz et électricité qui fait que la France est le pays le mieux protégé au monde s'agissant du coût de l'électricité, et du gaz et du carburant pour les ménages. Et dans le même temps, nous accélérons la transition énergétique, c'est-à-dire les solutions pour sortir des énergies fossiles. Et c'est bien cette double démarche qu'il faut mener, Dieu en même temps, ça ne vous surprendra pas, et avec le fait d'avoir à la fois une vision court terme, comment on aide les gens à court terme, et moyen terme, comment on ne dévie pas de notre trajectoire de lutte contre le réchauffement climatique. Alors, ce qui est intéressant dans votre projet de loi que j'ai regardé, il y a celui sur les énergies renouvelables, c'est où est-ce qu'on va effectivement installer. On disait souvent en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors, on a également des lieux où on pourrait installer plus d'énergie renouvelable. Vous pensez, alors je vous en donne quelques-uns, vous pouvez peut-être préciser, il y a les parkings, il y a les aires d'autoroute. Est-ce qu'on va voir fleurir des éoliennes sur nos aires d'autoroute? En fait, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, il est absolument impossible de mettre des panneaux photovoltaïques au bord des autoroutes. Pourquoi? Parce que c'est une règle qui interdit de positionner des installations au bord des autoroutes. Donc il faut changer la règle. Et il faut changer la règle parce qu'en fait, on a un potentiel très important. Les délaissés routiers, au bord de voies ferrées aussi, ça peut être un enjeu. Sur les parkings, les grands parkings, évidemment. Sur des anciennes décharges qui sont positionnées sur le littoral. Donc on enlève la décharge et comme on ne peut pas faire autre chose que des installations de type énergie renouvelable, on met une installation d'énergie renouvelable. On ne peut pas mettre des bâtiments sur une ancienne décharge. Donc autant d'éléments où on utilise du foncier qui finalement a peu d'intérêt environnemental et sur lequel on peut aller vite. On me fait signe que vous devez partir. Alors, une dernière question avant que vous partiez. La question du partage de la valeur avec les collectivités locales, avec les populations. On en a un peu parlé aussi ce matin. C'est dans votre projet de loi. Une des façons de changer peut-être aussi les résistances qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain, est-ce que ce n'est pas justement ce partage de la valeur, faire payer l'électricité moins cher à ceux qui acceptent d'avoir par exemple un méthaniseur ou un parc éolien? Tout à fait. L'enjeu que nous avons derrière cet article sur le partage de la valeur, et qui est d'ailleurs, je dirais, un article d'appel et de travail pour les parlementaires, c'est de se dire il faut que les projets d'énergie renouvelable soient vécus comme des chances pour un territoire et que pour que ce soit vécu comme des chances, il faut qu'il y ait une retombée qui concerne très directement les habitants et les collectivités locales. Donc, il y a plusieurs moyens de le faire. S'agissant des éoliennes terrestres, par exemple, il y a une fiscalité propre qui est partagée, mais ce n'est pas vrai de toutes les énergies renouvelables. Et c'est ce sujet-là qu'on veut mettre sur la table. Et surtout, il n'y a pas eu de retour pour le moment directement pour les habitants. Et il nous paraît intéressant de se dire que dans l'appropriation qu'auront les habitants de différents types d'énergies renouvelables, c'est intéressant qu'ils puissent se dire, grâce
à cette installation, je paye moins cher ma facture. Au fond, c'est ce qu'on retrouve dans les réseaux de chaleur. Les réseaux de chaleur, vous en bénéficiez, vous payez la facture du réseau de chaleur et elle est fonction de la compétitivité du réseau de chaleur. Donc vous avez un retour direct aux habitants. C'est un peu la même démarche, mais avec des projets de type photovoltaïque, éolien terrestre ou biogaz. Dernière question. On a enfin un président d'EDF, Luc Rémont, un ancien de Schneider Electric. C'est aujourd'hui qu'il a été nommé. C'est bien fait que ce soit aujourd'hui puisque vous êtes là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le plan de charge, la mission, difficile mission, puisqu'il va falloir à la fois renationaliser cette entreprise très importante et puis la remettre, j'allais dire, debout. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ou à lui dire là ce soir? Alors, ce que je dirais à Luc Rémont, qui est un grand professionnel que moi je connais depuis des années et avec qui j'ai eu la chance à quelques reprises de travailler, c'est que l'enjeu, et c'est ce que je lui ai déjà dit d'ailleurs, c'est que l'enjeu est d'abord d'excellence industrielle, à très court terme avec la question du pilotage du parc nucléaire. Et vous savez que, à la demande de Barbara Pompili, un audit avait été mené sur les maintenances portées par des professionnels du secteur nucléaire, mais également d'autres secteurs, grands secteurs industriels, avec beaucoup de propositions qui sont aujourd'hui mises en œuvre par EDF. Donc la conduite de la mise en œuvre de ce programme d'excellence opérationnelle peut permettre de gagner, pas tout de suite, mais d'ici 3, 4, 5 ans, 3 à 4 semaines par arrêt, en moyenne, c'est beaucoup. C'est également tout le travail à faire sur la prolongation des centrales nucléaires. Il faut avoir en tête qu'elles ont été construites dans la fin des années 70, début des années 80 pour 40 ans. On les prolonge une première fois de 10 ans. Et quand il faudra les prolonger jusqu'à 60 ans, rien ne dit qu'elles pourront toutes être prolongées en sécurité. Donc c'est un vrai enjeu industrielle et d'anticipation. Et puis, c'est évidemment le nouveau programme nucléaire qui l'aura apporté. Mais il n'y a pas que le nucléaire, il y a tout l'hydraulique, il y a tous les réseaux RTE et Enedis, où il y a des investissements très importants à faire, notamment pour prendre en compte, anticiper le réchauffement climatique. Les réseaux à 40 degrés, ça fonctionne moins bien qu'à 20 degrés. Et c'est tous ces enjeux que je souhaite qu'ils puissent porter avec ces équipes. On a énormément de compétences chez EDF. Il y a d'ailleurs un plan de recrutement et de montée en charge qui est très important. Et là aussi, il faut que l'État soit en appui. Vous mentionnez les soudeurs tout à l'heure. Ce n'est pas une question tout à fait anecdotique. Pas tout à fait, d'après ce que disait l'ancien président, en tout cas, d'EDF. Tout à fait. Madame la ministre, merci d'être venue au Transition Forum. Avant de l'applaudir, peut-être je vais prendre l'initiative. S'il n'y a pas de dissolution au moment de la réforme des retraites, ce qui est un autre sujet, parce que c'est apparemment l'autre actualité du jour, peut-être on pourrait vous réinviter à refaire le bilan, de voir si on a passé bien l'hiver pour l'année prochaine, pour voir où est-ce qu'on en est. Eh bien, pourquoi pas. Merci à vous.